Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 mars 2024 et on vient d'apprendre, alors c'est tout récent, ça fait quelques heures qu'on a clôturé à New York à 22 h hier soir, on vient d'apprendre qu'on pouvait baisser. Ouais, visiblement, ça arrive et il arrive que les marchés soient plus faibles et que les gens vendent quand même des actions. Apparemment, depuis quelques mois, j'ai cru pendant un instant que c'était interdit, mais non, du tout. Ça peut baisser, donc c'est officiel. Hier, ça a baissé. Bon, alors pas beaucoup, ça va, on va se calmer quand même. Je veux dire, mais l'un dans l'autre, eh bien, les indices étaient globalement en baisse aux États-Unis. Pas vraiment en Europe, parce qu'en Europe, on n'est pas vraiment concerné par rapport à ce qui se passe aux States. Puis comme c'était surtout sur la tech, sur les Magnificent Seven que ça baissait, on n'a pas de Magnificent Seven en Europe, donc c'est pas nos Super Seven qui vont compenser. Et donc du coup, eh bien, on a baissé aux États-Unis. Mais attention, pas Nvidia. Nvidia n'a pas baissé. Nvidia, ça va toujours. Nouveau record historique. Bon d'accord, c'est plus 0,8. On sent que la hausse est moins dynamique, mais ça monte quand même. Oui, alors ça baisse un petit peu aux États-Unis. Alors, on parle beaucoup des Magnificent Seven. C'est même là-dessus que la pression s'est faite principalement. Microsoft, moins 3%, Apple, moins 3%, Tesla, moins 4%, Google, sous pression en début de séance, puis finalement en recovery. L'un dans l'autre, effectivement, tous les gros noms étaient sous pression, sauf bien sûr Nvidia, parce qu'on ne touche pas à Nvidia. Donc il y a déjà des charts qui apparaissent pour dire le gap entre Apple et Nvidia est en train de se clôturer. Bref, pression sur les Magnificent Seven. Bon, la raison est évidente. On est beaucoup monté. On arrive à quelques heures du témoignage de Monsieur Powell. On ne sait pas trop ce qu'il va nous dire. A priori, ça ne devrait pas être négatif. Comme je vous le disais hier, de toute façon, on ne voit pas ce qu'il pourrait dire qui pourrait faire planter les marchés. Mais dans le doute, on va quand même verrouiller quelques profits parce que ça se fait. C'est ce qu'on apprend dans les bouquins de trading. Quand vous gagnez beaucoup d'argent de temps en temps, il faut savoir prendre les profits. Puis pas seulement laisser monter des actions qui ne baisseront plus jamais. Donc hier, il y avait quelques prises de profit, principalement sur la tech, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir puisque c'est eux qui ont tiré l'indice jusque-là. Donc en ce qui concerne Apple, la thématique, c'était clairement la Chine. Alors on voit que depuis quelques jours, c'est un peu plus difficile pour Apple. Mais hier, on s'en est pris aux ventes d'iPhone en Chine, moins 24%. C'est un peu comme Tesla, ça se vend beaucoup moins en Chine. Et donc du coup, moins 24% sur les ventes d'Apple. Retour de Huawei dans la région, donc forcément, c'était mauvais. Techniquement, on a pété des supports, donc ça, c'était mauvais aussi. Et techniquement, il y a un point bas en direction des 165 $ qui correspond au plus bas du 28 octobre. Et juste la semaine avant qu'on se dise « Ah, tiens !» Peut-être qu'on va baisser les taux en mars, et donc depuis là, Apple aura quasiment tout perdu, donc c'est assez spectaculaire, parce que finalement, si on compare la performance d'Apple sur cette période et de Nvidia sur cette période, on voit clairement que les jeux de pouvoir sont en train de changer, et que si ça se trouve, dans quelques mois ou quelques années, Nvidia sera la plus grosse société américaine, et que Apple sera... plus rien du tout, juste un truc qui vend des téléphones finalement, un peu comme Nokia à l'époque. L'autre Magnificent Seven qui s'est fait déglinguer hier, eh bien c'était Tesla. Alors Tesla, on va appeler la poisse, c'est un petit peu, c'est assez marrant parce que finalement quand on regarde l'histoire de Tesla, chaque fois qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, le marché s'est fait taper, l'action s'est fait taper dessus, les shorts étaient tout contents, enfin ils gagnaient de l'argent, et puis on s'emballait et directement derrière, boum, il y avait un retournement de situation, Musk parlait, il était hyper optimiste, il nous sortait un truc un peu spectaculaire, et bam, le titre partait. Sauf que là, depuis quelques temps, il n'y a plus de bonnes nouvelles. On a l'impression qu'il n'arrive plus à venir avec des bonnes nouvelles. Alors, on a vu la manip sur le cours de l'action parce qu'il voulait plus de pouvoir. On a vu récemment les problématiques de vente en Chine et aux États-Unis, les rabais qui ont été mis en place sur Tesla. Et puis alors hier, ils ont une gigafactory en Allemagne qui a pris feu. Alors apparemment, ce serait un sabotage. Du coup, ça fait un très bon scénario pour le prochain Mission Impossible. Et néanmoins, sabotage de l'usine Tesla en Allemagne, résultat incendie, on parle de plusieurs mois de retard et de centaines de millions de pertes, résultat le titre perdait encore 4%.
Et il a une sale gueule dans sa configuration technique pour l'instant. On espère simplement que Monsieur Musk va nous sortir quelque chose d'intéressant et que ce sera autre chose que le fait qu'il rencontre Trump en Floride ces prochains jours. Et puis Google est sous pression au début de séance, termine légèrement en baisse, mais on a vu un reversal intraday, c'est assez intéressant parce que techniquement, on est dans ce canal haussier sur Google et on a l'impression qu'on a vu taper le bas du canal et que ça pourrait repartir, ce qui est assez marrant. Donc Google est en baisse parce que son moteur d'intelligence artificielle Gemini serait un petit peu trop woke. Alors bon, on peut rentrer dans la polémique, mais bref, il a un petit peu trop arrangé dans le sens du wokisme. Alors du coup, grosse déception sur Google. On est revenu en bas du range. Tout le monde dit oui, mais leur moteur n'est pas assez efficace. Ils sont en arrière par rapport aux autres. Néanmoins, ils sont sur la tendance ascendante quand même. Donc techniquement, il faudrait acheter le bas du canal tant qu'il n'y a pas un truc qui empire. Et je rappelle quand même qu'il y a quelques mois en arrière, quand ils ont annoncé qu'ils avaient foiré le lancement de leur même moteur d'intelligence artificielle, le titre valait quelque chose comme 50% de moins et plus personne en voulait. Donc peut-être un truc à regarder sur Google. Néanmoins, ça faisait aussi partie des Magnificent qui étaient en baisse, puisque je le rappelle, sur 7 Magnificent 7 hier soir, il n'y en a que un qui montait. Je vous laisse deviner qui, vous pouvez mettre les réponses en dessous. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Et puis alors, la vedette du jour, de la veille et de l'avant-veille, eh bien c'est bien sûr le Bitcoin. Le Bitcoin qui a vu son plus haut de tous les temps. Alors je ne vais pas commenter là-dessus parce que je ne suis absolument pas spécialiste, vous le savez. Néanmoins, ascension spectaculaire durant les dernières heures. C'est un peu comme Lance Armstrong. En fait, finalement, il est monté très très vite. Puis quand il est arrivé en haut, on s'est rendu compte qu'il était dopé. Bah là, le Bitcoin s'est rendu compte qu'il faisait un double top. Et là, tout d'un coup, c'est reparti dans l'autre sens à vitesse grand V. On a fait 69 000, 59 000 en 4 heures et 51 minutes. C'est long pour une descente, mais dans les marchés boursiers, ça va quand même super vite. Donc, retour de manivelle sur le Bitcoin, mais dès qu'on est arrivé à 59 000, ça rebondit à 64 000. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans le trading de Bitcoin, moi, j'ai 2-3 produits anti-vomitifs qui marchent plutôt pas mal, qui sont une bonne solution pour pouvoir traiter le Bitcoin en parallèle, mais c'est vrai que spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'il y a juste eu ce refus plus haut de tous les temps, double top, off, on revend derrière, on vient récupérer de l'énergie et on repart pour casser, pour effectivement cette fois aller à 100 000 $. Ça paraît tellement évident que c'est même plus drôle. Mais en tous les cas, c'était assez violent et ça rappelle quand même vachement cette époque quand on était enfant puis qu'on avait ces grosses balles en caoutchouc qu'on pouvait lancer puis qui partaient dans tous les sens. La théorie de la balle magique s'est appliquée au Bitcoin hier. Et puis ce qui est assez intéressant à observer aussi, alors je suis pas un expert mais j'ai vu passer régulièrement sur X pas mal de commentaires sur des tokens ou des altcoins qui ont littéralement explosé à la baisse, implosé on va dire. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais il a perdu 99% de sa valeur quasi instantanément. Donc c'est pas parce que le Bitcoin remonte à toute vitesse, parce que les gens investissent via des ETF et qu'il y a une vraie logique d'investissement, une vraie logique de liquidité qui rentre dans le Bitcoin, que tout le secteur de la crypto-monnaie est génial et que toutes les daubes qui valent que dalle 0,0001 centime vont multiplier par 300 000 et vous faire de vous des gens très très riches. Il faut quand même rester prudent et savoir sur quoi on met son argent parce que la différence entre le Bitcoin et un espèce de sombre altcoin dans un coin bizarre avec un volume de 10 $ par jour, il faut quand même se méfier quelque part. Dans la foulée du Bitcoin, on est obligé de parler de MicroStrategy. MicroStrategy, donc vous savez, c'est le business model de l'année. Le gars, il emprunte de l'argent, il achète des Bitcoins. Il emprunte de l'argent, il achète des Bitcoins. Donc vous avez des gens d'un côté qui prêtent de l'argent et qui touchent un coupon, je sais pas, de 7 ou 8%. Et puis de l'autre côté, le mec, il prend leur argent, il achète des Bitcoins, il fait x4. Il y en a un qui se fait rouler dans l'histoire. Néanmoins, on peut se poser des questions. Le risque est relativement élevé, bien sûr, puisqu'on ne sait pas comment ça va se terminer, toutes ces histoires. Bien, selon les experts en Bitcoin, mal, selon ceux qui détestent le Bitcoin. Mais en tous les cas, MicroStrategy a littéralement explosé ces derniers temps, bien sûr, dans la hausse du Bitcoin. Hier, ils ont annoncé un emprunt convertible de 600 millions de $ pour racheter du Bitcoin. Donc, on verra à quel moment ils vont pouvoir réinjecter ces 600 millions de $ supplémentaires, puisque je rappelle que le business de MicroStrategy, c'est acheter des Bitcoins et attendre que ça monte. Ce qui fait que finalement, les meetings of the board, ça doit être super chiant. Bon, il fait quoi le Bitcoin aujourd'hui? 65 000. Ok, bonne journée, on signe, bye bye. Et puis autrement, on a un autre qui casse à la hausse, mais qui lui n'est pas encore revenu pour l'instant. En tous les cas, c'est l'or. L'or s'est envolé, a cassé les résistances et continue de monter. Cette fois, ça a l'air bien parti pour aller chercher bien plus haut. Quand on voit le canal dans lequel on s'en merde depuis pas mal de temps, eh bien si on casse vraiment à la hausse, il y a un gros potentiel de hausse. Et puis en plus, comme de l'autre côté,
il y a le président français qui est en train de faire des bruits de bottes et qui se prend pour le général de Gaulle depuis quelques jours en répétant sur toutes les chaînes de télé qu'il faut pas être lâche. On se réjouit de voir quand M. Macron ira devant ses troupes en Ukraine sur le front pour ne pas être lâche, parce que ne pas être lâche derrière son micro à 3500 km du front, c'est facile quand même. Et puis, donc du coup, il y a aussi des tensions géopolitiques qui reviennent là derrière, ils sont pas tous d'accord, blablabla, on va pas revenir là-dessus. Quand il y a des tensions géopolitiques comme ça, souvent les gens se réfugient sur l'or parce que c'est une valeur refuge, ne l'oublions pas. Et que si jamais il y a une troisième guerre mondiale, quand on ressortira des abris anti-atomiques, on pourra toujours aller râper nos lingots d'or pour acheter du pain à la boulangerie, pour autant qu'il reste du pain et des boulangeries. Autrement, on notera encore que CrowdStrike, j'arrive pas à le prononcer celui-là, CrowdStrike, la boîte qui fait du cyber security, a publié des chiffres canons hier soir, mais en plus des chiffres canons, une guidance canon également. Le titre prenait 24% after close. Et devinez qui est investi dans CrowdStrike depuis longtemps, Madame Nancy Pelosi, qui fait 137% sur son opération sur le titre. Donc ça continue de monter sur CrowdStrike. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand on voit les mauvaises nouvelles qu'on a entendues sur la cyber security il y a 10 jours sur Palo Alto par exemple, et qu'on voit maintenant ce que CrowdStrike nous annonce, eh bien on voit simplement qu'ils sont pas tous égaux dans le business, et puis ils n'ont pas tous la même vision du futur surtout. Et pour conclure cette vidéo, eh bien cet après-midi, il y a Monsieur Jérôme Powell qui va témoigner et qui va nous donner son avis, son sentiment sur l'avenir des taux, de l'inflation et tout ce qu'on a envie de savoir. Donc on a assez parlé, je vais pas revenir sur le sujet, on va simplement laisser passer les prochaines heures, voir ce qu'il a à nous raconter, et on débriefera demain. Notez aussi qu'il y aura les chiffres de l'emploi ADP, qu'il y aura aussi les JOLTS aujourd'hui et le Benchbook, donc il y aura de quoi débriefer demain matin au niveau macro, ça c'est une certitude. Et puis une chose qu'il faut retenir aujourd'hui et pour conclure, c'est que la liste des passeports les plus puissants est sortie hier et le numéro 1, c'est la Suisse. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de revenir demain, d'en parler autour de vous, et puis surtout, bonne chance et à demain. Bye bye.